Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour, bienvenue sur la chaîne Vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Une autre belle capsule aujourd'hui. Ici Sylvain Dionne, je serai en compagnie de Céline Blouin, que vous connaissez déjà, Céline Blouin, infirmière à la Fondation québécoise du cancer, qui œuvre depuis plus de 35 ans dans la profession, rappelons-le, et dont 20 ans plus spécifiquement en oncologie. Et aujourd'hui, avec Céline, il sera question de traverser un cancer à deux, ou quand un diagnostic de cancer touche un des conjoints dans un couple. Céline, bonjour et bienvenue. Bonjour, Sylvain, ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. On va essayer démystifier ça ensemble. Ben, ça doit pas être facile quand on regarde ça de l'extérieur. Évidemment, quand on n'a pas été impliqué. Quand on regarde ça de l'extérieur, on se pose souvent la question, et moi je réfère à une publicité, à une campagne publicitaire qui a été faite il y a, mon Dieu, plusieurs années de ça, où on voyait un couple dans le cabinet du médecin qui apprenait qu'un des deux membres du couple, je me souviens plus lequel, avait un diagnostic de cancer, et on voyait à ce moment-là les deux personnes projetées vers l'arrière, les bancs qui se rejetaient vers l'arrière, on sentait vraiment le choc. Et comment est-ce qu'un choc comme celui-là va toucher le couple? Quel impact ça peut avoir sur un couple d'apprendre que l'un des conjoints, que le conjoint ou la conjointe a un diagnostic de cancer? Il est sûr que dans un couple, l'annonce d'un cancer, ça bouleverse le couple. Est-ce qu'on a affaire à un couple en santé, je vous dirais entre guillemets, je parle de santé matrimoniale. Est-ce qu'on a affaire à un couple qui est déjà en difficulté? La thématique est très différente, mais ce qui reste toujours un petit peu la même chose, c'est les étapes. Les étapes, c'est un petit peu les étapes du deuil. Le deuil de la santé de l'autre, le deuil de la vie qu'on avait avant, qu'est-ce qui va arriver, l'inquiétude. Donc, j'aurais envie, Sylvain, de vous parler un petit peu de ces étapes-là. Quand un couple a eu cette annonce-là terrible. On commence souvent avec le déni. Le déni va se faire soit, c'est pas toujours, en passant là, on n'est pas dans un livre là, hein? Donc Oui. les étapes là, on ne doit pas dire ok j'ai passé le déni, je passe la culpabilité, je passe la colère. On peut revenir, ne jamais passer à l'étape suivante. Moi je vous parle de généralité là dans un couple. Donc si on parle de déni pour commencer, le déni peut se faire autant chez la personne atteinte que le conjoint ou la conjointe. Si on parle de la personne atteinte, le déni, mais elle va dire, ben non, ça se peut pas, c'est pas moi, ils ont fait l'erreur, le classique, là. Puis à ce moment-là, où elle veut pas l'admettre. Elle va dire non, 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 c'est pas grave. Elle veut aussi protéger son conjoint ou on va dire conjoint là, pour pas arrêter entre les deux là. Elle va vouloir protéger aussi le conjoint. Souvent, dans une situation de couple, on essaie toujours de protéger ou d'aider le conjoint. Ce qui fait que la personne atteinte va dire non, 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 je vais très bien, je passe très bien au travers ou quoi que ce soit. Le conjoint, lui, il va se sentir mal à l'aise dans cette situation-là parce qu'il va se dire, coudonc, est-ce qu'elle réalise qu'elle est malade? Est-ce qu'elle le réalise? Qu'elle a un cancer? La peur s'installe chez le conjoint en disant, ben là, est-ce qu'elle va vouloir se faire traiter? Elle va-tu se laisser aller ou quoi que ce soit? Elle n'a pas de l'air à prendre ça important. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la peur. C'est la peur qui fait tout ça. La personne le sait l'importance. Elle le sait que c'est grave, mais elle le cache en ne le disant pas tout haut. C'est elle ne démontre pas cette peur et souvent ça devient trop difficile à endurer psychologiquement, savoir qu'on a une maladie qui est potentiellement mortelle. Donc on minimise tout ça autant pour se protéger que pour pouvoir protéger le conjoint. Parce que c'est confrontant, effectivement, à la Ah, fois pour la personne qui est atteinte, et c'est oui. confrontant aussi pour la personne pour le conjoint ou la conjointe, parce que on peut même en venir à une remise en question. Pourquoi il veut pas m'en parler? Pourquoi il m'en parle pas? Mhm. Est-ce qu'il me fait pas confiance? Quand vous parliez de santé matrimoniale tout à l'heure, je pense que ça remet tout ça en cause.
Oui, effectivement. Autant chez la personne atteinte que chez le conjoint. Le conjoint, lui, le déni, il peut dire oh non, 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 Mhm. ma conjointe, mon conjoint, la personne atteinte, ça va bien aller, elle n'est pas si malade que ça ou quoi que ce soit. C'est sûr que on change complètement les rôles aussi dans un couple. Hein. Il faut comprendre que dans un couple, tu sais, le couple régulier, c'est sûr que là, on est en 2021, on n'est pas en 1950, mais souvent, tu sais, il y a une routine qui s'est instaurée dans un couple. Tu sais, sans vouloir être féministe, bon, monsieur sort les poubelles, madame fait autre chose ou quoi que ce soit. Tu sais, on a tous nos rôles définis dans le couple, que ce soit dans n'importe quel rôle, on a nos couples. Du jour au lendemain, la personne atteinte n'est plus en mesure de jouer ce rôle-là, n'est pas en mesure de conforter l'autre, ben ça devient très déstabilisant pour le conjoint. Alors là, l'espèce de statut qu'il y avait, de sécurité qu'il y avait, ben tout ça part en morceaux. Puis à ce moment-là, comment qu'on réagit? De là, l'importance de communiquer, de se parler, de se dire, puis sans vouloir forcer l'autre non plus. Hein. Vous savez, quand je vous disais que la personne atteinte, elle veut minimiser son état de santé, il faut pas la forcer de dire, voyons donc, es-tu consciente là que c'est dangereux ce que tu vis là, tout ça. Non, faut pas brusquer la personne. Il faut la laisser aller à son propre rythme. Il faut l'accompagner, il faut être à côté et lui tendre la main. Lui dire, regarde, je suis là pour toi, tu as envie de parler, je suis là pour toi. Ce n'est pas de toujours là, être là pour pouvoir confronter là, la personne. Parce que Alors, dans le fond, il y a plusieurs éléments. Vous parliez des étapes, mais à un moment donné aussi, je me dis, il faut pas non plus culpabiliser l'une ou l'autre des personnes. Il ne faut pas harceler non plus, devenir trop insistant parce que non, ça c'est ça. n'aide pas justement à la communication. Effectivement. On parle de bouleversement, mais on parle de culpabilité. Pourquoi ça y arrive à cette personne-là que ça m'arrive pas à moi? Ça, c'est le prochain aidant, le conjoint là, qui va réagir comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé là, dans notre vie pour que ça nous arrive à nous autres? On a-tu fait quelque chose de pas correct? Puis autant aussi, vous savez qu'il y a des cancers, on donne l'exemple du cancer du poumon. Ouais. Bon, souvent, on va parler de ça. Là, il y a la culpabilité, mais c'est ça, si j'avais arrêté de fumer avant, si j'avais dit d'arrêter de fumer, c'est toutes des choses qui vont faire que c'est difficile pour le couple parce que des fois, il y a les non-dits, mais on sent cette culpabilité-là. Puis on sent aussi, comme je venais de vous dire aussi, les rôles dans un couple, la culpabilité de ne plus pouvoir être capable d'accomplir cette routine-là dans un couple, ça devient très déstabilisant. Il y a le bouleversement aussi, le bouleversement dans le couple, parce que ça devient très angoissant, parce que comme on se disait aussi, c'est une maladie qui est potentiellement mortelle. Pas toujours. Le cancer ne signifie pas nécessairement la mort. Puis de moins en moins avec toutes les évolutions. Mais encore aujourd'hui, on entend cancer tout de suite égale mort. On est complètement déstabilisé de tout ça, là. Fait qu'encore une fois, l'accompagnement du conjoint, il n'y a pas de recette miracle. Là. Ça, en passant, il faut se le dire. Tu sais, des fois, les gens nous appellent, moi, à la Fondation québécoise du cancer, à la ligne Info-Cancer. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je sais plus quoi lui dire. Il est enragé. Il se referme sur lui-même ou quoi que ce soit. Moi, je dis, laissez-le aller. Sans l'abandonner. Faites juste être à ses côtés. Il n'y a pas de mot miracle, il y a juste à se dire qu'on est là pour l'autre. Ben, il y a un cheminement naturel aussi qui doit se Effectivement. faire. Donc, même si on essaie d'intervenir, si la personne n'est pas réceptive à nos mots, à nos intentions, Oui. à notre bonne volonté, c'est inutile encore là d'insister. Il faut laisser la personne vivre, passer les étapes de ses émotions, comprendre ses émotions, les nommer, les intégrer. Et par la suite, on peut retrouver, je pense, dites-moi si je me trompe, mais je pense après ça, on peut retrouver un terrain propice à la Oui, communication. effectivement. Puis, vous savez qu'à travers la maladie, on peut grandir en tant que couple. En ce sens que lorsqu'il y a une communication adéquate, un accompagnement adéquat, de l'amour entre les deux, c'est un mélange
qui est favorable là, pour passer à travers cette maladie terrible là. De sentir que le conjoint, il n'est pas dans le jugement, il n'est pas dans la colère, dans le déni ou quoi que ce soit, qu'il n'est là que pour aider par amour. C'est vraiment quelque chose. Vous me parliez tout à l'heure là de vos parents, Oui. le bel amour qui y a eu entre eux. Je pense que c'est des témoignages comme ça qui nous font dire arrêtez de chercher le midi à 14 heures, restez auprès et accompagnez. Puis quand on parle d'accompagner là, c'est pas toujours d'être là sur les en arrière, c'est les semelles de l'autre. Sur les talons de l'autre. Ouais, effectivement, je cherchais l'expression. Puis de pas toujours vouloir tout faire à la place. Parce que quand on parlait tantôt du rôle, des fois, on se dit, ben l'autre est plus capable de rien faire. Non. Laissez la personne aller, accompagnez-la. C'est vraiment la recette. Mais c'est ce que je trouve ça très intéressant ce que vous dites parce que vous y faisiez allusion, on en avait parlé hors des ondes tout à l'heure. Mon père est décédé, ça s'est fait très rapidement, là, en 2 semaines diagnostic et puis bon le décès. Et mes parents, bon mon père avait 88 ans, ma mère 85. J'ai jamais vu mes parents communiquer de cette façon-là, mais papa se rendait compte qu'il était plus capable de faire certaines choses. Maman le laissait aller. Il essayait, il n'était pas capable, elle le laissait aller, et lui se rendait compte qu'il n'avait plus la capacité de le faire, donc maman prenait la relève. Mais là où ça m'avait beaucoup surpris, puis vous parliez de communication, je suis arrivé à un moment donné, parce que bon, évidemment, dans ces circonstances-là, on donne un coup de main à nos parents, puis je me présente un après-midi, puis ils sont étendus tous les deux sur le lit de leur chambre, ils se tiennent par la main, puis ils se parlent tous les deux. Maman a commencé à vivre son deuil finalement quand papa a eu le diagnostic. Mais cet après-midi-là, moi, ça m'a vraiment surpris. Parce qu'il se racontait des choses, il se racontait des souvenirs, il vivait des choses. Puis mon père lui disait, ben qu'est-ce que tu vas faire? Puis lui répondait, ben moi je vais faire ça. Alors l'élément communication, j'ai comme l'impression même qu'ils ont redécouvert certaines vertus de la communication. Dans cette épreuve-là. Et moi, c'est ce qui m'a surpris, qu'ils aient encore ce contact intime et complice à la dernière minute. Ils sont restés très, très près. Voyez-vous, vous parlez de ça, vous parlez beaucoup de soins palliatifs. Oui. Là, on est en soins palliatifs, mais c'est la même chose, même si on n'est pas en soins palliatifs, on est à l'annonce d'un couple dans la trentaine, on est dans une toute autre dynamique et souvent le déni, la colère, la culpabilité à cet âge-là, tu sais, quand on arrive à 85, 88 ans, la tristesse n'est pas moins grande de perdre un conjoint, une conjointe. La communication, vous l'avez dit. À 30 ans, c'est autre enjeu, mais aussi importante. Ce qui m'amène à nous parler, on parle des couples qui peuvent être plus jeunes, oui. On peut parler aussi de sexualité dans le couple à travers le cancer. Parce on passe à travers là, les changements psychologiques et les changements physiques aussi. On a parlé dans une capsule autre, on a parlé de cancer de la prostate avec justement l'impuissance. On va parler de cancer gynécologique. On parle d'un cancer du sein avec une mastectomie totale. Tous des changements physiques permanents. Il peut y avoir chez la personne atteinte une honte, un complexe de son corps qui s'installe, qui va interférer avec la relation sexuelle. Puis quand on parle de la relation sexuelle, ce n'est pas que l'acte, on parle de la relation, de l'amour, de la tendresse, de tout ça, là. C'est sûr que lorsqu'on n'arrive pas à accepter ce changement-là, accepter que l'autre entre dans notre bulle, vienne dans notre intimité, devient très difficile. Et on sait que dans un couple, l'aspect sexuel est un aspect très important. Puis quand je vous parle encore de sexualité, je vous parle d'amour. Là. Je parle de toute cette intimité-là qu'il faut être conscient. Donc, encore une fois, la fameuse communication entre les deux qui va être importante pour faire comprendre. Parce que chez le conjoint, peut dire à sa conjointe, écoute, tu as eu une mastectomie, tu n'es pas moins une femme, je ne t'aime pas moins pour autant. L'acceptation, il y a différents trucs qui peuvent être donnés. Je me souviens, lors de ma pratique, une femme qui avait eu un cancer du sein,
Son mari était décédé durant ses traitements. Elle avait eu une mastectomie totale. Puis, elle n'avait pas repensé à ça. Puis, elle était en traitement. 2 ans plus tard, elle vient me voir, elle pleurait. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, là, je réalise que j'ai une vie à refaire. Je suis dans la trentaine. Comment je vais faire pour revivre ça avec un sein en moins? Je pourrais jamais. Alors, j'avais fait ça un petit peu à la blague. J'avais dit, écoute, en sortant d'ici, tu t'en vas te chercher de la belle lingerie, de la belle dentelle, tu vas te reprendre. Ben, la conclusion de tout ça, c'était un petit peu là, une histoire quasiment à l'eau de rose. Elle a rencontré quelqu'un le surlendemain, c'est fou, puis ils sont mariés. Elle m'a envoyé des nouvelles là, il y a quelques années. Mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on a un sang en moins, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on n'a plus de vie amoureuse, qu'on n'a plus de vie sexuelle. Alors, c'est important aussi pour ça. C'est parce que le fait est qu'on se définit ou qu'on nous a amené parfois à se définir beaucoup par notre apparence physique, nos capacités physiques, ce qu'on appelle la virilité, la masculinité ou enfin la féminité, telle que définie par différents modèles, alors que c'est beaucoup plus que ça en définitive. Là. Effectivement. C'est sûr que là, je vous donnais l'exemple de la mastectomie totale, mais lorsqu'on parle de cancer gynécologique, cancer de la vulve, des cancers comme ça, que les femmes qui vont avoir eu de la curithérapie, de la radiothérapie, à ce moment-là, on a un resserrement au niveau vaginal, il y a des traitements, il y a avoir des dilatations. C'est très, très difficile pour la femme. C'est sûr qu'encore une fois, il y a des discussions à y avoir avec le conjoint. Puis d'un autre côté aussi, le conjoint, la personne aidante, est-ce qu'elle est prête à accepter tout ça, à voir tout ça? Il y en a chez qui ça va devenir trop dur, puis qui vont avoir envie plus de fuir. Encore une fois, une communication. Puis il peut y avoir aussi une consultation avec un sexologue, un sexologue, pour aider à trouver un terrain d'entente entre les deux, puis une façon de faire, parce que faire l'amour n'est pas que pénétration, il peut y avoir beaucoup autre chose. Et ça, vous pouvez en parler avec votre médecin. C'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui peut être gênant pour plusieurs, mais qui est pas moins naturel pour autant. Tout à fait. D'autres ressources, ou est-ce qu'il y a des ressources plus particulières auxquelles vous nous référeriez si on veut avoir un peu de soutien, un peu plus d'informations, Céline? Oui, bien certainement. Encore une fois, étant donné que je travaille à la Fondation québécoise du cancer, on a une bibliothèque virtuelle et papier là qui contient beaucoup d'informations sur le couple, sur les proches aidants. Proches aidants, on le sait, le conjoint ou la conjointe est le premier, souvent proche aidant. Donc, on reçoit beaucoup d'appels là, du proche aidant nous demander qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, je sais plus comment faire. Oh, il y a des ouvrages extraordinaires qui sont là pour ça. Et ce sont tous des services gratuits en passant. Des fois, les gens vont dire, ben là, je sais pas trop. Il y a des prêts de livres. Si la personne dit, ben moi, je suis pas habituée là sur l'Internet, on peut faire des prêts de livres gratuitement avec l'enveloppe de retour. C'est facile. Après ça, il y a le jumelage qui peut être fait avec un proche aidant. Comment qu'on s'est senti entre femmes ou entre hommes qui ont vécu la même chose. Donc, jumelage. Et si ça devient trop difficile, ben, c'est sûr qu'à la Fondation québécoise du cancer, on a le service d'une psychologue pour 1 ou 2 consultations, service de sexologie aussi. Donc, ce sont tous des services qui sont offerts gratuitement et qui peuvent rendre un grand service aux personnes atteintes et à leurs compagnons ou compagnes. Merci Céline, encore une fois, ce fut un plaisir de discuter avec vous. Alors, on se retrouvera certainement pour une prochaine capsule. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là, de nous avoir accompagnés durant cette chronique. Vous avez le goût de la revoir, vous pouvez toujours consulter la chaîne verslemieux-être.tv. Vous avez le goût de la recommander à quelqu'un que vous connaissez et qui vit cette expérience dont on vient de parler, ben, n'hésitez pas à la recommander, à lui fournir le lien. Ça fera œuvre utile et pour plus d'une personne. Merci encore une fois. Ici Sylvain Dionne. Je vous salue et je vous dis à la prochaine.